commencer. Alors, on va mettre en route l'enregistrement. Donc, ça y est. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle réunion du groupe d'études sur les enjeux de la ruralité. Après l'audition de Gilles Boeuf le 4 mai dernier, nous poursuivons notre cycle autour du concept de la résilience. Et s'il y a une personne qu'il m'a paru indispensable d'inviter pour évoquer ce thème, c'est bien Boris Cyrulnik. Je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de vous présenter, si ce n'est pour dire qu'en tant que neuropsychiatre, vous êtes connu pour avoir vulgarisé ce concept, vulgarisé étant pas un très joli mot, mais en tout cas diffusé ce concept entendu comme renaître de sa souffrance. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier France-Algérie, résilience et réconciliation en Méditerranée, écrit avec Boilem Sansal et paru chez Odile Jacob. Cher Boris, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à la fois un plaisir et un honneur que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Comme je le disais, Gilles Boeuf, que vous connaissez bien, a inauguré ce cycle en évoquant les relations biodiversité-humanité dans les territoires ruraux. Votre présence aujourd'hui est l'occasion de poursuivre l'exploration de cette thématique autour de la résilience des populations vivant dans ces territoires. Alors, j'aimerais partager avec mes collègues trois de vos citations. La première, c'est « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents ». Elle est très belle. La seconde est tirée de votre livre « Autobiographie d'un épouvantail » dans lequel vous écrivez « Le trauma fracasse ». C'est sa définition. Et la résilience qui permet de se remettre à vivre associe la souffrance avec le plaisir de triompher. Curieux couple, dites-vous. Enfin, vous avez dit que contrairement aux États-Unis, où le terme résilience est d'usage courant, tel un marqueur d'optimisme, en Europe, il est plus difficile de l'imposer, comme si nous avions un penchant pour le misérabilisme. Au regard de vos travaux et de leur résonance avec l'actualité que traverse notre pays, il nous a semblé que vous étiez la personne parfaite pour nous éclairer sur ce qui permet aux territoires de développer leur caractère résilient pour combattre ce misérabilisme, et en particulier les territoires ruraux, dont la population est peut-être davantage qu'ailleurs confrontée à des problématiques vraiment singulières. Je vais vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, 20 minutes, comme vous voulez, avant de passer aux questions qui vous seront posées par vague de 3 ou 4. Chers collègues, tout est enregistré, donc si jamais vous êtes obligé de partir, vous n'avez pas tout entendu, vous pourrez réécouter cette réunion. N'hésitez pas à vous signaler en activant le petit signe de la main ou en me mettant un mot sur le fil de discussion de cette visioconférence via le bouton « Converser » qui est en bas, qui se situe en bas de votre écran pour ceux qui utilisent un ordinateur. Je distribuerai la parole, mais vous laisserez le soin d'activer puis de bien veiller à éteindre votre micro après chaque question. Donc, merci à vous, Boris Cyrulnik, et après, on passera aux questions. Merci de m'inviter à réfléchir avec vous à la nouvelle ruralité. Juste pour situer le contexte, c'est curieux qu'on se pose la question de la nouvelle ruralité. Quand j'étais enfant, avant la guerre et après la guerre, le monde était essentiellement un monde de paysans. Mais les paysans de cette époque n'étaient pas du tout les paysans d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai connu les grandes vacances parce que les enfants devaient participer à la vendange et surtout à la moisson. Ils devaient ramasser les gerbes. C'est pour ça que on entrait en octobre seulement à l'école pour pouvoir travailler à la moisson en septembre. Et ce qui caractérisait ce groupe humain, c'était la solidarité. La moissonneuse coûtait tellement cher qu'il fallait louer la moissonneuse à plusieurs, donc elle passait d'une ferme à l'autre. Et le soir, tout le monde travaillait, tout le monde. Et le soir, j'ai le souvenir avant-guerre des fêtes, des tablés énormes où chacun faisait preuve de son talent et les enfants avaient leur petite table à côté et ont participé au monde des adultes. Or, ce que je viens de décrire aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les paysans d'aujourd'hui. J'habite à la Seine et hier, il y a un lycée agricole et j'ai eu l'occasion de voir le programme des étudiants en lycée agricole. C'est d'un très haut niveau de biologie, biologie végétale, biologie animale, art vétérinaire, chimie, physique, mécanique et surtout
entrepreneurs. Donc, les paysans d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes que les paysans d'hier, sauf que le mot solidarité a complètement changé de signification, puisque ces jeunes gens amoureux de la terre gagnent très peu d'argent pour travailler énormément, et surtout, ces nouvelles conditions de travail organisent leur solitude. Donc ils sont épuisés, anxieux et seuls, et ça explique le taux anormalement élevé de suicide dans le monde paysan. Ce qui est dommage parce qu'ils adorent leur métier. Alors, ces paysans, comment analyser la nouvelle ruralité à la lumière du virus? Je crois qu'il faut distinguer trois chapitres pour comprendre la résilience. Il ne faut pas oublier que la définition de la résilience, que vous avez très bien rappelé, en fait, on dit qu'elle part de la mécanique. C'est faux. La définition de la résilience part du monde agricole. On dit qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend. La faune, la flore réapparaît, mais ça n'est plus la même faune ni la même flore qu'avant. J'habite à la Seine, la fenêtre de mon bureau, je vois le Cap Sissier. Et en 1900, je crois me rappeler que c'était en 1974, il y a eu un énorme incendie où toutes les collines ont flambé. Et ce que je vais dire est affreux, mais c'était d'une terrible beauté. Les montagnes étaient rouges, le ciel était noir, la mer, j'étais en bateau, la mer était grise, c'était d'une très très grande beauté. Et ce qu'on a vu apparaître, c'est que pendant un an ou deux, les arbres étaient comme des doigts crochus. 2 ans après, 3 ans après, une nouvelle flore réapparaissait, les pins avaient été brûlés, les chênes pouvaient donc pousser, puisque les chênes ont du mal à pousser sous les pins, le sol est acidifié, les chênes ont poussé, l'ombre n'était plus la même, les fleurs, les cistes ont réapparu, le petit gibier et les rongeurs sont réapparus, on a vu aussitôt tournoyer des aigles, la faune et la flore étaient plus belles qu'avant. C'est la définition de la résilience. Et pourtant, il y avait eu un énorme incendie. Et alors, on parle aussi de la résilience des fleurs, et là, il y a une notion biologique importante. C'est que les fleurs, quand il y a la sécheresse, les fleurs se recroquevillent pour moins évaporer et elles s'adaptent sans changement. Mais quand la sécheresse dure pendant des décennies ou des siècles ou pendant des générations, les fleurs, certaines fleurs s'éliminent et d'autres s'adaptent et changent. On a une évolution avec changement, alors que dans le premier cas, on a simplement une adaptation. Et là, je reprendrai ça tout à l'heure en des termes humains. C'est-à-dire que lorsque la sécheresse dure trop longtemps, les fleurs qui survivent sont des fleurs dures et parfois même épineuses. Donc les animaux qui s'en nourrissent doivent avoir les dents, les molaires carrés pour broyer les aliments et non pas seulement les brouter. Et on voit se développer les chameaux, les chevaux et les chèvres qui ont les dents carrées et qui, eux, peuvent manger les épineuses sans en souffrir. Donc la faune et la flore changent et parce qu'il y a un changement de biologie. Et peut-être probablement Gilles Boeuf a dû vous en parler l'autre jour, mieux que moi, mais vous ne lui direz pas. Alors, dans ce nouveau contexte, comment se passe la résilience humaine? D'abord, une première remarque, c'est que le monde de la nature n'est pas séparé du monde humain, comme on l'a cru jusqu'à maintenant, comme on l'a cru depuis toujours et surtout depuis Descartes. On a cru que l'homme était d'une espèce surnaturelle. Et on découvre avec le virus que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, il est dans la nature. Et si on détruit la nature, eh bien on se détruira avec elle. Alors ça, on l'a touché du doigt, parce que l'épidémie est provoquée par notre culture. Euh, la partie biologique du virus, elle est minime. Le virus, c'est juste un petit fragment d'ADN, c'est-à-dire quelques molécules agencées,
avec une toute petite capsule qui rentre dans les cellules pulmonaires et provoque une réaction inflammatoire qui la détruit, ou qui rentre parfois dans les cellules cérébrales et provoquer par exemple ce qu'on a appelé la grippe espagnole de 1918, mais qui n'était ni une grippe ni espagnole, et pourtant il y a eu entre 20 et 50 millions de morts. Les chiffres sont très différents parce qu'on tenait moins bien les archives aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des dizaines de millions de morts à cause de quelques molécules agencées. Ce n'est pas un organisme vivant. Si cet organisme est vivant, c'est parce que les êtres humains les fabriquent à cause de leur civilisation, et c'est parce que les êtres humains les transportent à cause de la civilisation. C'est-à-dire que ce qu'on a connu, le virus qui est en train de bouleverser nos conditions d'existence, et probablement il faudra déterminer les futures conditions d'existence dans les semaines qui démarrent, dès maintenant, on va avoir ce genre de problème à résoudre, c'est déjà arrivé, eh bien le virus est fabriqué par la civilisation et transporté par la civilisation. S'il n'y avait pas la civilisation, les molécules, les brins d'ADN sécheraient et disparaîtraient tout de suite. Donc si c'est des catastrophes humaines, c'est parce qu'il y a des êtres humains civilisés qui fabriquent le virus et le transportent. Et les deux grands mots de la fabrication du virus et du transport du virus, c'est-à-dire l'épidémie, c'est hyperconsommation, hypermobilité. On stocke les aliments pour hyperconsommer, donc on stocke les aliments, donc les rats sont très heureux, ils s'installent là-dedans avec les puces, avec les bacilles de la peste, ou avec la fabrication de virus si les rats ont des excoriations cutanées, ce qu'ils ont tout le temps, ça fabrique le virus, et nous, êtres humains, que ce soit pour la caravane de la soie, transport du virus, que ce soit pour les relais des bateaux à Antioche, transport de virus, ou que ce soit aujourd'hui par les élevages industriels faramineux d'Amérique du Sud ou de Chine, fabrication du virus, et merveille technique, les avions, transport du virus. Un beefsteak argentin, avant d'arriver dans une boucherie française aujourd'hui, a fait 2 fois le tour du monde en avion. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on est obligé de répéter cette fabrication et ce transport des virus, ou est-ce qu'il faut changer les modes de production et les modes de transport des aliments qui nous sont nécessaires? Alors là, on a un problème technique, on a un problème de civilisation. Pour répondre à la question de la résilience, alors là, résilience individuelle, les paysans. Il faut distinguer trois temps. Avant le virus, pendant le virus, après le virus. Avant le trauma, certains parmi les paysans avaient une enfance bien développée, dans une famille stable, et les paysans aujourd'hui ne sont plus des enfants de paysans. Les enfants de paysans aujourd'hui sont des étudiants qui décident d'apprendre leur métier. Donc c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y a plus les pères ont perdu leur fonction d'apprentissage, leur modèle identificatoire. Maintenant, c'est l'école, c'est l'université qui apprend aux paysans à devenir paysans. Les pères n'apprennent plus au contact, donc il n'y a plus ce modèle parental du père qui disparaît, qui s'affadit, ou non j'ai mal dit, je gomme, qui change de forme, il change de forme, il est moins technique, moins dominateur et plus affectif. C'est un nouveau père qui est arrivé au monde. Mais c'est plus lui qui a l'image identificatoire. Et puis, ou bien on parle bien dans ce groupe-là, et dans ce cas, on parle bien, on a des conditions d'éducation correctes, et dans ce cas, on supporte bien le virus, le confinement, comme on le disait tout à l'heure, on le supporte bien, on s'adapte, et on reprendra après le virus un développement résilient, facile, parce qu'on n'aura pas été traumatisé. À l'inverse, ceux qui ont eu avant le virus une enfance difficile, une famille maltraitante, la précarité sociale, qui est une énorme vulnérabilité psychologique. La précarité sociale est une vulnérabilisation psychologique. Donc, famille difficile, éducation difficile, retard de langage,
petit diplôme, donc petit métier, donc petit logement, donc confinement difficile. Ceux-là sortiront du confinement avec un traumatisme supplémentaire et ils auront du mal à déclencher un processus de résilience. Et cela, il faudra les soutenir pour qu'ils puissent être le moins mal possible. Ils ne vont pas reprendre une résilience tout seuls. Alors que ceux qui avaient acquis des facteurs de protection se débrouilleront sans difficulté. Cela, il faudra les soutenir. Donc, on voit que c'est un processus, et non pas un état, c'est un processus où la société a un énorme rôle à tenir pour la fabrication du virus et son transport, pour la vulnérabilisation de certains parmi nous, ou au contraire, pour la protection de certains parmi nous. Et tout ça, c'est un facteur social et non pas biologique. Donc le virus est un tout petit facteur biologique et un énorme facteur de civilisation. Alors les traumas sont parfois flagrants, souvent insidieux. Dans le trauma flagrant, il y a l'inondation, l'incendie, le tremblement de terre, et il y a déjà eu sur Terre 5 extinctions. On le sait grâce aux fossiles, fossiles des végétaux, fossiles des animaux. On sait par exemple que il y a eu une glaciation, je crois que c'est 90 millions d'années, mais vous n'avez pas, je ne suis pas sûr du chiffre, mais ça doit être à peu près 90 millions d'années. On était jeunes à cette époque-là, hein. C'est-à-dire que la dérive des continents fait que l'Amérique du Sud se soude à l'Amérique du Nord, le Gulf Stream ne peut plus tourner, ne peut plus réchauffer le pôle Nord, et on voit une glaciation, une calotte polaire se développer, donc l'évaporation se fait moins, donc le Sud a moins de pluie, et on voit apparaître le désert du Sahara, la sécheresse autour de la Méditerranée. On voit un raisonnement systémique. Ça n'est plus une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoquent un effet qui peuvent l'aggraver ou le diminuer. Et on voit à ce moment-là, pour nous, êtres humains, lorsque la glaciation apparaît, les végétaux, les fruits disparaissent. Et comment fait-on pour survivre? Et l'homme a failli disparaître, hein. Et comment fait-on? D'ailleurs, il y a 9 espèces humaines qui ont déjà disparu, et nous, sapiens, on est la seule espèce survivante, hein. Et comment a-t-on fait pour s'adapter? Eh bien, on s'est adapté par la violence. C'est-à-dire qu'il a fallu que certains hommes violents soient héroïsés pour tuer des animaux 100 fois plus grands qu'eux, et de façon à pouvoir partager le gibier. Et la violence est devenue une valeur créatrice de société, par la force, les rapports de force, et notamment les rapports de domination. C'est écrit dans la Bible, toutes les religions disent, l'homme est au-dessus de la nature, donc il peut l'exploiter. Il peut exploiter les oiseaux, les poissons, les mammifères, il peut les exploiter. Et ces rapports de domination ont caractérisé la fabrication de nos sociétés, domination de la nature, domination des animaux, domination des hommes faibles, l'aristocratie, les hommes forts physiquement et socialement, domination des femmes, domination des enfants. Et ça a caractérisé notre société jusqu'il y a une ou deux générations, et ça existe encore dans d'autres cultures. Donc ça se gomme cette violence créatrice n'est plus créatrice dans notre société depuis une ou deux générations. Dans notre société, elle n'est que destruction aujourd'hui, mais c'est un phénomène qui vient d'apparaître et qui est déjà contesté dans d'autres cultures. Alors, on voit donc dans ce mode de raisonnement, la plupart des stress sont insidieux, c'est-à-dire glaciation. On ne s'est pas rendu compte que notre culture, pour survivre, fabriquait des armes, donc créativité, fabriquer des pièges, donc créativité, organiser des techniques de chasse, donc créativité, et c'est comme ça qu'on a fabriqué notre culture grâce à la violence. Je viens de citer Lévi-Strauss, je viens de citer René Girard, je viens de citer Freud. Beaucoup d'anthropologues expliquent cette idée. Et nous, on ne s'en est pas rendu compte, puisqu'en se développant dans ces rapports de domination, ben on disait c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal, ça a été une adaptation à la glaciation. Alors, donc on voit que les épidémies
de peste ont été régulières. Épidémie de virus, épidémie de bacilles, épidémie de choléra, épidémie de typhus, épidémie de sida, etc. C'est régulier, mais quand, après une épidémie, on remet en place les conditions qui ont créé l'épidémie, 2, 3 ans plus tard, on voit apparaître une nouvelle épidémie. C'est ce qui s'est passé pour le siècle des pestes, où tous les 3 ans, il y avait des centaines de milliers de morts. En 1348, quand la peste est arrivée par Marseille, parce qu'il y avait cette merveilleuse invention de la route de la soie. Et pour gagner un peu d'argent, la route de la soie était une merveille de technique et de culture, où les Chinois ont inventé ce merveilleux tissu, les musulmans ont organisé le transport, ont fait le transport organisé par les Juifs et les Grecs. C'est-à-dire que la route de la soie a été une association de cultures différentes pour réaliser une merveille technique et des beaux tissus. Mais pour gagner plus d'argent, les bateaux ont fait relais à Antioche, en Syrie. Et donc on stockait des aliments. Donc il y a eu des rats. Donc il y a eu des bacilles de la peste. Donc pour gagner de l'argent, les commerçants n'ont pas respecté la quarantaine de Marseille. 1348, 2 ans après, un Européen sur deux était mort. Et là, il s'est passé un phénomène important, c'est que 2 ans après, l'art avait complètement changé. C'était plus l'art religieux, c'était l'art de la maison, les gibiers, les bouteilles d'eau, le tapis sur les tables, et c'était surtout la disparition du servage. Tellement de paysans étaient morts que, avant, un aristocrate vendait son château ou sa terre avec les hommes qui étaient dessus. Le servage. 2 ans après, il y avait tellement peu de paysans et de compétences de paysans qu'il a fallu les courtiser pour qu'ils travaillent. Et du coup, le travail des agriculteurs est devenu une valeur de notre civilisation. Et le servage a disparu en 2 ans, pratiquement sans débat politique ni culturel. C'était une adaptation à la valeur des paysans. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu à ce moment-là que euh, quand il y a une glaciation ou un réchauffement, les plantes changent. Le blé devient plus petit et pourrit facilement. Famine. Le maïs devient plus petit. Lorsque les pommes de terre sont arrivées importées d'Amérique du Sud, ça n'a pas empêché la culture d'interpréter les pommes de terre. Donc les gens riches, les aristocrates, quelques bourgeois, quelques gens du clergé mangeaient les feuilles qui montaient vers le ciel, et c'était seuls les gens du peuple qui mangeaient les tubercules qui descendaient vers l'enfer. Et il a fallu très longtemps pour se rendre compte que les tubercules étaient nourricières plus que les feuilles. Et là, ça a été une révolution alimentaire grâce au transport et à la transport de la pomme de terre et plus tard de la tomate qui est venue d'Asie en empruntant la route de la soie. Donc on voit que tout ça, c'est des raisonnements qui montrent que la civilisation n'est pas séparable de la nature. Alors maintenant, on arrive 2020. Alors quelle est la situation actuelle de nos paysans? Ça n'a rien à voir, comme je le proposais tout à l'heure, avec les paysans que j'ai connus quand j'étais enfant. Rien à voir. C'est plus les êtres humains, c'est plus la même organisation. Actuellement, c'est des coopératives qui organisent l'agriculture. Ce sont des consortiums. Les agriculteurs sont souvent salariés, donc soumis aux banques et aux scientifiques. La soumission aux banques, euh, ils sont salariés parce qu'ils sont pauvres, ils travaillent énormément pour un métier indispensable, mais leur travail est mal reconnu. La plupart des paysans, alors certains paysans sont très riches, hein, ils ont des terres immenses, c'est des entrepreneurs, mais beaucoup de paysans sont très pauvres et ont un petit salaire. Et être soumis aux scientifiques, est-ce que c'est bien? Comme on l'a vu pour notre président et nos décideurs politiques ont été soumis aux scientifiques. Enfin, pas totalement, hein. Il paraît que notre président a pris des décisions qui ne plaisaient pas aux scientifiques, mais la suite des événements a prouvé qu'il avait fait un bon choix. Or, qu'est-ce qui se passe quand on est soumis aux scientifiques? Ça peut être bien,
Les scientifiques encouragent la polyculture du blé, de l'orge, des betteraves, du pavot pour l'industrie pharmaceutique, et ça peut être mal aussi parce que on voit que les paysans désormais les scientifiques eux-mêmes sont dans un conflit d'intérêts puisqu'ils sont salariés par les grandes entreprises qui les payent pour faire des recherches scientifiques. Donc on voit que, et de plus, les grands labos qui organisent ces nouvelles recherches sont essentiellement Solvay, L'Oréal, Air Liquide, où j'ai eu l'occasion de travailler avec Solvay, la famille Solvay, et de faire une enquête sur L'Oréal. Ce sont des belles entreprises, très bien organisées, où les gens sont heureux de travailler dans ces entreprises, tellement elles sont bien organisées. Mais ce bonheur les rend aveugles au conflit d'intérêts. On a la même chose pour Nestlé, une entreprise très bien organisée où les gens sont heureux d'y travailler, il y a très peu de suicides, très peu de burn-out, tellement c'est bien. Donc ils défendent leur entreprise et ils ne se rendent pas compte que parfois l'entreprise risque de dériver en augmentant les pesticides, en augmentant des produits qui augmentent la rentabilité. Comme ils sont dans l'entreprise, il y a plus ils ne se rendent pas compte des conflits d'intérêts. Oui, Boris, est-ce que l'on pourra bientôt passer aux questions de mes collègues parce qu'il y en a qui vont devoir partir en réunion, donc je voudrais savoir, voilà. Donc si vous vouliez… Je m'adapte, allons-y si vous voulez. J'avais encore 5 heures de discussion, c'est peut-être un peu Ben trop. oui, je sais, c'est passionnant en plus, hein, c'est vraiment Alors, super intéressant. Comme je connais leur emploi du temps de tous ces députés de France et de Navarre, si on peut dire, je ne voudrais pas qu'ils soient frustrés de ne pas pouvoir vous poser une question personnelle. Donc, j'attends que vous leviez les mains. Donc, je vois qu'il y a Fred Meunier qui veut poser une question. Alors, je regarde. Voilà. Je vais d'abord vous poser ah, et puis je vais passer la parole à Fred Meunier. Comme vous avez parlé des fleurs, vous m'entendez? oui, Oui. ça y est, Comme vous avez parlé des fleurs tout à l'heure, je voudrais vous demander, vous m'entendez? oui, très bien. Oui. Bon. Vous avez parlé des fleurs et je me disais, comment peut-on, à la ruralité, être à l'initiative de changements bénéfiques? Vous avez parlé des fleurs qui s'adaptent ou qui changent. Est-ce qu'il faut quelles adaptations on pourrait faire pour prévenir ce qui peut revenir ou quels changements devrait-on faire? Ça, c'est une première question et je vais prendre trois questions par trois questions. Donc, Fred Meunier peut prendre la parole. Je ne vois pas. Ah oui, voilà. Voilà, Allez, je l'ai. madame. Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, Frédéric Meunier, député de la Corrèze. J'ai eu l'opportunité de vous entendre ce matin à Télématin, puisque vous aviez été interviewé. Vous avez dit on aura le choix entre vivre mieux ou subir une dictature. J'aurais voulu avoir votre positionnement là-dessus, savoir ce que vous en pensez. Il est vrai qu'on pourrait vous écouter pendant des heures parce que vous êtes passionnant, mais en même temps, vous me faites réagir parce qu'il y a des propos qu'on a du mal à comprendre, en tout cas à accepter. Vous nous dites que l'origine de ce virus est due essentiellement à notre culture, à notre condition d'existence. Pourtant, il y a plusieurs théories qui viennent sur l'origine de cette culture, soit une mutation de l'espèce animale vers l'espèce humaine. Est-ce que c'est vraiment dû dans ces conditions à notre condition d'existence si le monde animal mute? Est-ce que ce n'est pas l'ordre des choses à un moment donné? Je ne vous parle pas de l'idée qu'il y a eu de la sortie accidentelle d'un laboratoire en Chine du virus. Peut-être que, bon, à mon avis, c'est des théories peut-être plus politico-politiciennes. Quand vous parlez aussi, on vous interroge sur la nouvelle ruralité. Pour vous, la nouvelle ruralité passe-t-elle obligatoirement par les agriculteurs? Est-ce que la nouvelle ruralité n'est pas aussi le lieu justement d'évolution des gens qui vont vers la ruralité pour fuir le monde urbain? Pour moi, la nouvelle ruralité, ce n'est pas uniquement le monde agricole, en tout cas les agriculteurs. Et puis, pensez-vous
optimiste parce que quand on vous écoute, on a un peu peur, on est pessimiste. Pensez-vous que l'espèce humaine a quand même des années devant elle et pourra s'adapter et se mobiliser face à ces conditions d'évolution? Merci. Merci. Donc, je vais déjà vous laisser répondre à ces deux grosses questions. Et puis après, donc, je prendrai Janine Dubié. Voilà. Alors, merci pour ces questions parce qu'effectivement, elles sont pertinentes. Alors, le virus échappé d'un laboratoire, c'est la théorie du complot, hein. Ça, je ne suis pas compétent, mais je n'y crois pas. La mutation des animaux, oui, bien sûr, la mutation des animaux, la mutation des plantes, mais ça ne se fait pas le virus est apparu en quelques jours. C'est-à-dire que une mutation, ça prend très longtemps, surtout pour les animaux. Déjà pour les plantes, ça peut aller, ça prend très longtemps. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y a deux sortes d'évolution. Là, il y a l'évolution par adaptation. La plante s'adapte par exemple à la sécheresse en se recroquevillant pour diminuer l'évaporation. Et, comme vous l'avez dit, elle s'adapte plus tard, si ça dure trop longtemps, elle s'adapte par le changement, c'est-à-dire qu'il y a l'adaptation immédiate et l'adaptation durable, ce qui entraîne une modification des animaux, élimination des animaux qui ont besoin d'herbes tendres, sélection, favorisation des animaux qui broient les herbes dures, notamment les herbes, les épineuses, les chèvres, les chameaux, qui se sont sélectionnés. Et là, en effet, on peut avoir une mutation, mais ça prend beaucoup plus de temps que quelques heures ou quelques jours pour fabriquer un virus. Où là, un virus se fabrique très très vite. Euh, alors, pour ce qui est de la nouvelle ruralité, alors là, merci parce que c'est la suite que j'avais prévue de mon exposé, c'est la question que vous avez posée. Alors, pour ce qui est des reprises habituelles après une catastrophe, catastrophe naturelle, inondation, tremblement de terre, ou catastrophe culturelle, effondrement économique, guerre, on constate que toujours se met en place un choix entre plusieurs lignes de direction. Ou bien on remet en place ce qui a provoqué le virus, c'est ce qui s'est passé pendant le siècle des pestes, et dans 3 ans, on aura un nouveau virus dont on ne connaîtra ni la formule chimique ni les effets cliniques. Il faudra à nouveau confiner, et il y aura des morts et une ruine de tous les pays. Deuxième solution, après chaque épisode de chaos, chaos naturel ou chaos culturel, très souvent apparaît un sauveur qui dit votez pour moi, j'ai la solution. Et on voit, c'est soit des sectes, soit des partis politiques extrêmes. Et on voit beaucoup de gens anxieux se laissent séduire par ces discours. Il ne faut pas oublier que Hitler a été élu démocratiquement après un effondrement de la culture allemande. La culture germanique était une des plus belles cultures occidentales dans les années 30, même avant, avec des scientifiques, des poètes, des musiciens, et c'est chez eux qu'est arrivée une immense catastrophe planétaire, parce que, à cause du traité de Versailles, qui les avait ruinés et qui empêchait la reconstruction de l'Allemagne, est arrivé un sauveur. Et ces gens malheureux ont élu démocratiquement Hitler. Et actuellement sur la planète, un très grand nombre de dictateurs sont élus démocratiquement, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Asie, on voit un retour des dictatures élues démocratiquement, parce que les gens sont anxieux et ils se laissent escroquer par un homme, un courant politique, pseudo-philosophique, qui leur vend de l'espoir. Votez pour moi, je sais ce qu'il faut faire. Les sectes fonctionnent comme ça. Et en revanche, comme je le proposais tout à l'heure, il y a une troisième voie, c'est celle du changement. Et là, tout à l'heure, je donnais l'exemple de 1348 où en 2 ans, le servage a disparu, l'art a disparu, une nouvelle solidarité est apparue. On a eu la même chose après Tchernobyl. Avant Tchernobyl, j'allais souvent dans les pays de démocratie populaire.
il y avait un seul discours, du moins officiel, il y avait un seul discours. Tous ceux qui ne tenaient pas le même discours avaient des misères administratives. J'ai travaillé en Roumanie avec le professeur Violeta Stan, avec Șerban Ionescu. Euh, il y avait un discours conforme où on pouvait faire son chemin et beaucoup de gens étaient heureux dans ces dictatures. Mais celle qui divergeait un tout petit peu, soit par une croyance religieuse, soit par une croyance théorique, soit par un désir de vivre autrement, très rapidement, il était dénoncé, et sa carrière s'arrêtait, ses enfants n'étaient plus pris à l'école, il y avait une dictature insidieuse, et dans le même contexte, il y avait des gens très heureux parce qu'ils se soumettaient à la doxa, et des gens entravés, malheureux, déportés, emprisonnés, parce qu'ils ne se soumettaient pas à la doxa. Donc ça, c'est un processus tentant. Beaucoup de gens votent pour la dictature parce que la dictature est un très bon tranquillisant à un prix humain, à un prix social exorbitant. Mais c'est un bon tranquillisant. Et la troisième voie, c'est celle qui est fréquente aussi. Alors c'est ce que vous avez dit sur la nouvelle ruralité. Alors on voit effectivement aujourd'hui, grâce à la technologie et peut-être grâce à la nouvelle organisation du travail, ça va être le travail des politiciens dans les mois à venir. Comment vont-ils organiser notre nouvelle manière de vivre ensemble? La technologie va nous permettre d'augmenter le télétravail, même s'il y a des limites au télétravail, hein, mais ça va se développer. Mais il y a des limites parce qu'il faut rencontrer les autres pour avoir d'autres informations que celles qui passent par l'écran. Notamment, on sait que les écrans, surtout chez les enfants, être seul face à l'écran, ça multiplie par 3 le risque de dépression. Même si la communication est fortement améliorée, la relation est fortement diminuée, et notre antidépresseur naturel, c'est la relation. Or, face à un écran, on travaille mieux, on peut travailler mieux selon les métiers, bien sûr, on peut travailler mieux, mais on multiplie par 3 ou 4 chez les adultes ce risque de dépression. Chez les enfants, les écrans sont une catastrophe. Retard de langage, trouble de la socialisation, et là, il faut interdire les écrans avant l'âge de 3 ans. Et donc là, c'est une machinerie, les écrans sont magiques. La preuve, on est en train de bavarder ensemble. Si ce n'est pas de la magie, ça, c'est de la magie. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. C'est bien, mais c'est dangereux. Il y a un effet secondaire aux écrans qui est la dépression chez les enfants, le retard de langage, donc la déscolarisation. Or, le nouvel organisateur de la société aujourd'hui, ça n'est plus la force physique, c'est le diplôme. C'est la nouvelle aristocratie, c'est l'aristocratie du diplôme. Donc, avec les écrans, on abîme les enfants qu'on laisse face aux écrans, et notamment les garçons qui se laissent piéger par les jeux vidéo plus que les filles. Alors là, la nouvelle ruralité apparaît, et on voit en effet beaucoup de gens qui déjà maintenant se mettent à chercher des logements pas trop loin de Paris, pas trop loin des grandes villes. Ça existe déjà en Suisse, hein. J'ai des amis qui travaillent en Suisse, à Lausanne. Ils habitent en pleine campagne avec une vue merveilleuse sur les Alpes françaises, et les trains sont tellement bien organisés qu'on peut travailler dans le train. On a 20 minutes, une demi-heure du train, on arrive dans un laboratoire hyper pointu alors qu'on vit à la campagne. Donc ça existe déjà. Et probablement, ce modèle-là va devenir français, va se développer en Europe. Donc ça sera un progrès. Ça sera, comme on le disait avec Madame de Courson quand on a préparé ce Skype, ça sera la marquise de Sévigné qui disait il faudrait mettre les villes à la campagne. J'ai vérifié. Hein, donc, il faudra mettre les villes à la campagne. Donc, comme vous l'avez dit, Madame Meunier, c'est une nouvelle ruralité. Celle que j'ai connue n'existe plus. Il y a une nouvelle ruralité et on est en train de préparer une troisième ruralité où on verra des citadins vivre à la campagne et monter à Paris ou à Lyon ou à Marseille 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Et ça va être un progrès, à condition
que les décideurs politiques organisent techniquement et socialement cette nouvelle manière de vivre en ville à la campagne. J'ai 3 nouvelles questions que je vais prendre. Alors, donc, Janine Dubié, Monique Limon et Yves Daniel. Donc, on commence par Janine Dubié. Vas-y, Janine. Oui, d'abord, bonjour à tous. Merci, un grand merci, Yolène, d'avoir organisé ce temps d'échange parce que c'est une chance pour nous que d'avoir ce temps de réflexion dans un quotidien chargé d'urgence et de gens qui sont dans la sollicitation permanente. Donc, du coup, là, ça nous permet de nous poser un peu. Donc, grand merci à toi, Yolène. Merci à vous aussi, Monsieur Cyrulnik. Alors, double merci pour ce moment que nous passons, mais aussi parce que je suis secrétaire générale de l'Association nationale des élus de la montagne et ça me permet donc de vous remercier de l'interview que vous nous avez accordée et qui a alimenté notre numéro pour la montagne du mois d'avril et où effectivement vous avez bien écrit ce que vous venez de nous exposer. Alors moi j'aurais, justement parce que je vous ai lu et écouté, je voudrais savoir, quand on parle du concept de résilience, est-ce que c'est un processus qui vient après la résistance, c'est-à-dire d'abord on résiste, puis ensuite c'est un processus qui s'enchaîne, ou bien au lieu d'être dans la résistance, les gens sont dans la soumission ou dans l'acceptation. Est-ce que ce concept de résilience finalement intervient que l'on soit dans la résistance ou que l'on soit dans la soumission? Et je pose cette question parce que pour le monde d'après que vous voulez vivre ensemble, vous avez raison, il y a des gens qui ont mieux supporté que d'autres cette période de confinement. Pour certains, ça a été un moment de ressourcement et de retrouver du sens à des choses parce qu'ils n'avaient pas de problème d'argent, parce qu'ils avaient du boulot et que donc ça a été un temps où voilà, ils ont pu un peu respirer. Pour d'autres, par contre, ça a été l'accentuation de difficultés sociales. Et donc, du coup, je me dis, demain, comment ce concept de résilience peut nous aider selon que ça ait aggravé ou enfin voilà, bon, je crois que j'y étais assez clair. Voilà, merci. Non, non, Merci merci. Janine. Donc, je vais passer la parole à Monique Limon et à Yves Daniel. Comme ça, vous aurez 3 questions, Boris, à laquelle vous pourrez répondre. Donc, Janine, tu peux couper ton micro. Oui, et puis, donc, Monique, si tu veux. Merci beaucoup, Yolène, d'avoir organisé ce temps d'échange et merci, Monsieur Cyrulnik, d'être parmi nous. C'est un vrai bonheur. Voilà, je le dis comme ça. Moi, j'avais peut-être deux questions. Vous avez dit tout à l'heure que éventuellement les catastrophes, une catastrophe de ce type-là pourrait revenir d'ici 3 ans. Voilà. Donc, comment on se prépare à ça et est-ce qu'on pourrait, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'éviter? Puisque quand même, si on en a conscience, ça serait quand même bien de lutter contre. Et puis moi, j'aurais aimé de votre part un zoom sur les enfants, parce que je suis plutôt une professionnelle de l'enfance et de l'adolescence et j'aurais aimé que vous puissiez nous dire d'abord, est-ce qu'il va y avoir une différence de perception entre adultes et enfants? Il me semble que oui, sur ce qu'on vient de vivre. Que ce soit dans les familles les plus vulnérables ou les autres, puisqu'on sait que pendant le confinement, il y a eu des violences, il y a eu des violences familiales, il y a eu des violences sur les enfants. On va essayer de les accompagner avec la sortie avec le déconfinement pour travailler avec eux là-dessus, mais forcément, il y en a qui vont passer à la trappe. Enfin, voilà, il va falloir. Voilà, j'aimerais vous entendre sur ce sujet particulier des enfants et des adolescents. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, donc la 3e question, vous avez 3 questions à répondre en même temps. Donc Yves Daniel, si tu veux bien prendre la parole. Oui, merci. Monique. Merci Lionel, merci d'avoir organisé cet échange très, très riche. Merci Monsieur Cyrulnik. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et ça fait ce que vous avez dit a beaucoup fait écho dans mon esprit.
Et je me disais très simplement, finalement, nous sommes, donc je vois le chiffre, hein, 28 participants, et je suis persuadé que chacun de nous, finalement, a un regard, réagit et pense les choses à partir de ce qu'il est. Et il me paraît important de partir de cela dans mon propos, parce que c'est aussi donc un paysan retraité qui parle, mais paysan éleveur. Et quand on parle de ruralité, quand on parle de résilience, quand on parle d'agriculture, il me semble important d'exprimer ce que nous vivons en fait dans la réalité des choses. Et que quand on parle du climat, quand on parle de cette crise sanitaire, quand on parle des différentes catastrophes naturelles, bon, etc., tout ce que vous avez pu expliquer, c'est quelque chose que nous avons à l'esprit quand on est des paysans éleveurs ruraux, donc, et en plus d'un certain âge. Et que les médias viennent, viennent télescoper en fait ce qu'est la réalité de ce vécu, et que très souvent, quand j'entends les médias nous expliquer que ben, on n'a jamais vu des températures pareilles, on n'a jamais vu donc un climat pareil, alors que nous avons des exemples, nous, dans notre histoire, qui nous expliquent que ben, finalement, le climat est très cyclique et qu'il faut avoir un regard assez, comment dire, il faut quand même être aussi objectif face à toutes ces réalités-là, et que ce monde médiatique influence, nous influence et nous entraîne parfois vers des raisonnements et des analyses qui peuvent être déconnectés de la réalité. Ensuite, je voulais vous dire que quand on parle de la ruralité, évidemment, il y a certes les paysans, parce que c'est en fait, c'est ce qui a construit la ruralité, c'est ce qui fait encore une partie de la ruralité, mais vous l'avez aussi dit, il y a aujourd'hui des populations qui se mélangent et qui sont différentes. Donc, il y a en quelque sorte dans la ruralité aujourd'hui, moi je le dis comme ça pour cet échange, c'est en quelque sorte deux mondes. Je dirais le monde des ruraux avec la culture rurale historique, et donc toutes ces nouvelles populations qui arrivent et qui apportent autre chose. Et tous ces regards qui sont différents, je crois que c'est une vraie richesse. Merci. Et que juste dans ce que nous vivons, eh bien, je me dis, pour l'après, après cette crise-là, est-ce qu'on ne devrait pas finalement revenir à cette réalité qui fait que nos différences sont une vraie richesse, et comment construire autour de ça? Merci. 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 À vous, Boris. Merci pour toutes ces questions pertinentes. Merci. Alors, pour la première question, c'est la question logique. Hein, alors moi, je réponds à la première question sur le processus de résilience. Alors clairement, oui, c'est un processus, c'est-à-dire quelque chose qui est constamment en évolution sous l'effet des pressions du milieu. On ne raisonne plus en termes de une cause provoque un effet, on raisonne en termes de quelque chose de développemental constamment soumis aux pressions des milieux, milieux écologiques, milieux climatiques, milieux sociaux, milieux des troupeaux d'animaux, milieux de la sécheresse, etc. Alors, pour analyser un processus de résilience, très facile, avant, pendant, après. Avant, quels sont les facteurs de protection ou les facteurs de vulnérabilité imprégnés dans le cerveau et dans le développement de la personnalité d'un enfant? 66% des enfants ont été imprégnés par des facteurs de protection, affectifs, paroles, diplômes,
ils vont se débrouiller dans la vie, ils auront comme tout le monde des pépins, mais ils vont les affronter, et dans ce cas-là, c'est la définition de la résistance, to cope with, affronter, et ils vont reprendre un bon développement, c'est la définition de la résilience. À l'inverse, il y a 30% schématiquement, 30% des enfants qui ont acquis des facteurs de vulnérabilité, carence affective, troubles du développement, violence conjugale, violence parentale, maladie, accident de la vie, etc. Les raisons de souffrir ne manquent pas. Ça s'imprègne aussi dans leur cerveau, dans leur mémoire biologique et dans le développement de la personnalité. Donc, il y a une immense inégalité et traumatisme. Ceux qui ont acquis les facteurs de protection précoce, ils vont souffrir, mais ils vont surmonter. Ceux qui ont acquis les facteurs de vulnérabilité vont souffrir et auront beaucoup de mal à surmonter. Donc, ceux-là auront besoin d'un soutien supplémentaire pour surmonter. Et après, alors la structure du trauma, trauma accidentel, naturel, tremblement de terre, qui souvent est source de solidarité, mais qui provoque des facteurs, des bouleversements. La mort, j'ai été en Haïti après le tremblement de terre. 250 000 morts en 1 minute. Comment peut-on imaginer un trauma pareil? C'est pas pensable, on ne peut pas se préparer à un truc pareil. Or, ils l'ont eu, ils l'ont reçu. J'ai vu des processions religieuses. Merci mon Dieu de nous avoir envoyé cette punition. On ne croyait pas assez en toi. Merci mon Dieu. J'ai vu des gens faire la fête de manière abusive, comme hier soir sur le canal de l'Ourcq où les gens faisaient des fêtes abusives, tragiques, comme ça existait au moment des pestes, où des gens disaient on va mourir bientôt, alors faisons vite la fête avant, comme ça s'est passé pendant la Révolution française, où les gens disaient de toute façon la terreur va décapiter tout le monde, alors faisons vite la fête avant de mourir, comme ça s'est passé à Auschwitz, où les Allemands, gardiens d'Auschwitz, n'arrêtaient pas de faire la fête. J'ai bien dit. C'est-à-dire que faisons la fête avant de mourir. Et bien sûr, ça aggrave le traumatisme. Et puis ensuite, troisième temps, après le traumatisme, alors là, les deux mots nécessaires pour déclencher un processus de résilience, c'est soutien et centre. Soutien affectif, comme on l'a vu après le Bataclan, beaucoup d'associations, des professionnels, des non-professionnels, des artistes, des écrivains, les politiciens à Paris ont été remarquables. Ils sont venus, ils ont participé au débat, ils ont sécurisé les gens, ils ont organisé la reprise d'un développement. Thierry Bobet, qui est professeur de psychiatrie à Paris, a fait une évaluation des syndromes psychotraumatiques tout de suite après le trauma. 1 an après, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Et ce qui a fait cet excellent résultat, c'est un peu les professionnels, beaucoup les gens, beaucoup les associations, beaucoup les voisins, beaucoup les gens qui avaient du talent, qui ont entouré les blessés, et qui fait que 90% d'entre eux, ils n'ont pas repris leur développement. Beaucoup d'ailleurs ont changé de métier. Ils n'ont pas repris leur développement, mais ils ont repris une bonne manière de vivre. Et notamment, après le Bataclan, j'ai souvent entendu les gens dire « Maintenant, je ne raterai pas une occasion de faire une déclaration d'amitié, d'envoyer un coup de téléphone, de rendre visite. » J'ai découvert à quel point la solidarité affective était importante. Alors, pour ce qui est le sens, alors là, c'est les historiens, les philosophes, les politiciens qui, eux, vont mettre en place les manières de donner sens à ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire le débat. Or, le débat est passionnant, mais ces dernières années, je suis triste de voir les débats entre politiciens. Alors, je suis malheureux, ça me blesse, ça me touche. Quand un journaliste organise un débat entre experts, c'est passionnant. Que ces experts soient scientifiques, philosophiques, artistiques, c'est passionnant. Dès qu'on met deux personnes politiques face à face, la haine apparaît dès la deuxième phrase. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas débattre quand la passion pollue la raison à ce point. On ne peut pas raisonner, on ne peut pas chercher ensemble la solution quand la haine apparaît dès la deuxième phrase, la haine ou le mépris. Dans ma spécialité, on combat la haine et le mépris qui empêchent
la résilience. Or, les politiciens, ces dernières décennies, c'est déjà arrivé avant aussi, hein, mais on ne peut pas trouver, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas trouver des solutions quand la haine et le mépris s'installent aussi rapidement. Pour ce qui est des enfants, euh, effectivement, selon le stade du développement, puisque c'est un processus, selon le stade de développement, l'impact n'est pas le même. Faut pas, maintenant, on sait que on va remettre notre commission au président Macron, on va lui remettre le 25. Alors, je ne peux pas prendre la parole avant lui, mais je peux dire qu'on va répondre à votre question. C'est-à-dire que euh, la, la transmission du trauma peut se faire pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire d'offrir aux femmes des conditions de grossesse telles pour que leur malheur ne transmette pas quelque chose de biologique aux enfants. J'ai bien dit, ce n'est pas la mère qui est responsable, c'est le malheur de la mère, je souligne. Et le malheur de la mère, ça peut être son mari, s'il y a la violence conjugale, ça peut être, c'est souvent la précarité sociale. Donc là, les politiciens auront un rôle important à jouer pour organiser les conditions de la maternité pendant la grossesse, en périnatale et ensuite à l'école, de façon à ce que le point de départ dans la vie soit le plus solide, le plus fortifiant possible. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'acquisition des facteurs de protection. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, reste à l'organiser et j'espère qu'après le 25 juin, les politiciens mettront en place des réformes, on verra. Un enfant pendant la grossesse, si les femmes sont stressées, ça transmet quelque chose de biologique aux enfants qu'elles mettent au monde. C'est pas la mère, c'est le malheur de la mère, je le répète volontairement. Donc, autour de la périnatalité, il est très important d'organiser la périnatalité. On sait ce qu'il faut faire pour qu'il y ait le moins possible de bébés traumatisés. On sait ce qu'il faut faire. Est-ce que ça va être fait? Je le souhaite. Et ensuite, mais un bébé préverbal, son milieu, c'est sa mère. Ça a d'abord, pendant 9 mois, été le ventre de sa mère. Ça a été ensuite, pendant 1 an ou 2, c'est les bras de sa mère. Et ensuite, pendant tout le reste, les femmes disent qu'elles ont eu un bébé dans le ventre pendant 9 mois, elles l'ont dans les bras pendant 2 ans et elles l'ont sur le dos pendant tout le reste de la vie. Mais ça, c'est la condition humaine. Donc, ça veut dire que là, il y a des décisions. Nous, on sait ce qu'on propose. Qu'est-ce que vont faire les politiciens? Je rêve, je pense vraiment qu'ils vont faire des réformes. Est-ce qu'on est ruiné? Est-ce que Bercy va pouvoir faire ces réformes? Là, je ne sais rien, c'est les politiciens qui vont négocier entre eux et se débrouiller entre eux. Mais vous allez nous y aider? Vous allez nous y aider? Ah ben nous, les propositions, elles sont claires. Nous, on sait ce qu'on propose. Hein. On sait ce qu'on propose, il y a beaucoup de travaux scientifiques et le président Macron nous a demandé d'argumenter scientifiquement. On sait le faire, ça. Ce qu'on va dire, on le défendra, on sait le défendre. Mais il y a des choses qui nous échappent, c'est les débats entre politiciens et surtout, la France est ruinée maintenant. Qu'est-ce que Bercy va faire? Là, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est alors, quand l'enfant parle, donc quand l'enfant est dans le ventre, ça dépend de la mère. Quand l'enfant est dans les bras de la mère, ça dépend de la protection maternelle. Quand l'enfant parle, ça dépend des récits collectifs. La manière de raconter, je travaille beaucoup au Proche-Orient. À quoi jouent les enfants au Proche-Orient? À la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils jouent à la guerre? Parce que c'est un moyen de tranquilliser pour eux. Je sais où il faut me cacher, je sais apprendre ce qu'il faut faire, où il faut se protéger, à qui il faut appeler au secours. Donc, j'ai travaillé à Tokyo il y a 2 ans. Il y a un tremblement de terre toutes les nuits. À quoi jouent les enfants? Au tremblement de terre, où il faut se cacher, où il faut téléphoner, à qui il faut. Donc, c'est un processus de sécurité pour eux de jouer à la guerre ou de jouer au tremblement de terre. Donc la manière de parler dépendra désormais des culturels, théâtre, cinéma, philosophes, psychologues, qui montreront aux enfants qu'il y a un danger, mais on sait ce qu'il faut faire pour le surmonter. Alors, il y a des choses, on risque, qui vont nous échapper. Hein. Je disais tout à l'heure,
le siècle des pestes, c'est parce que c'était le début des transports et que les commerçants n'ont pas tenu compte de ce que disaient déjà les gens, de ce que disaient les paysans, de ce que disaient, attention, c'est l'hyperconsommation, c'est l'hypermobilité qui fabrique et qui transporte le virus. Pour gagner de l'argent, ils ont remis en place le même processus. Eh bien, il y a eu énormément de pestes, de typhus, de choléra, de virus qui ont tué des millions, des dizaines de millions de morts et qui ont fait un siècle d'horreur. Le XVIIe siècle, le siècle des pestes, c'est un siècle d'horreur. Or, actuellement, qu'est-ce qui se passe avec la sécheresse? Alors, comme on parle de dérèglement climatique, et j'ai oublié qui a fait remarquer que c'était une expression curieuse. On parle de dérèglement climatique, mais il n'y a pas de règlement climatique, puisque la Terre oscille. Donc il y a des alternances de glaciation et de réchauffement. Donc il y a la dérive des continents. Il y a l'évolution des plantes, l'évolution des animaux et notre propre évolution. Puisque nous aussi, les êtres humains, la taille des êtres humains, le cerveau des êtres humains dépend du contexte écologique. Si actuellement nos enfants grandissent, c'est parce que l'écologie a changé. Monsieur Néandertal mesurait 1,60 m. Les soldats de Napoléon mesuraient 1,60 m. Monsieur Cro-Magnon mesure presque 2 mètres. Son squelette à trouver à Nice, par de l'Humelé, fait presque 1,98 m. Madame Cro-Magnon, on a trouvé son squelette à Menton, elle fait 1,88 m. Pourquoi? Parce que le climat avait changé, les conditions avaient changé, les enfants grandissaient, et actuellement, on voit que les enfants de riches deviennent très grands, alors que les enfants de pauvres rapetissent. Donc on voit à quel point le milieu façonne ce qu'on est. Mais il y a quelque chose qui nous échappe. Par exemple, quand la sécheresse est apparue au Darfour, les éleveurs chrétiens, leurs vaches mouraient, et dans beaucoup de cultures de la région, de cette région d'Afrique, les bébés humains survivent aidés par le lait des mammifères, le lait des vaches, et par le sang des vaches. On ne tue pas les animaux, mais on leur fait des ponctions pour faire du boudin. Et ils vivent beaucoup comme ça. Quand la sécheresse est apparue, les vaches sont mortes, la mortalité enfantine a énormément augmenté. Et les troubles de développement psychologique des enfants ont énormément augmenté. C'est la sécheresse qui a provoqué ces troubles. Donc les chrétiens éleveurs du Darfour sont montés chercher l'eau pour ne pas mourir. Ils sont rentrés dans les terres des agriculteurs musulmans qui ont considéré que c'était un envahissement et qui ont déclenché la guerre du Darfour, où il y a eu, j'ai oublié les chiffres, mais c'est des millions de morts. Des millions. On n'en parle déjà plus, mais il y a eu un exode énorme et ça va se reproduire, puisque la sécheresse s'étend au Sahara, s'étend en Espagne, s'étend au Maghreb, sauf au Maroc. Donc, ça va se reproduire. Il va y avoir des guerres. Or, actuellement, la ruine de l'Occident fait qu'on ne peut plus aider le Proche-Orient. Si on n'aide pas l'Égypte, qu'est-ce qui va se produire? La famine va apparaître. J'ai des amis, des élèves, qui travaillent au Brésil dans les favelas. Dans les favelas, l'espérance alimentaire est de 48 heures. Si ces gens ne peuvent pas manger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les favelas sont à 500 mètres des quartiers riches. À 500 mètres, il y a des immeubles d'hyperluxe, et au bout de la rue, il y a des favelas. Les gens meurent de faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce qu'on a toujours fait, ils vont galvaniser quelques hommes bagarreurs qui vont attaquer les riches. C'est ce qui se passe déjà. Donc on voit que dans ces raisonnements systémiques, on voit qu'il va y avoir des guerres, et dans ce cas, si la famine apparaît, ben, il y aura de la violence. Et on voit que la première manifestation chez nous, en France, la première manifestation de la violence a été la violence conjugale. Parce que quand un couple fonctionnait mal et qu'ils se séparaient le matin pour chacun aller travailler de leur côté, ça a épongé un peu la violence. Or, quand ils ont été tout le temps, nuit et jour, côte à côte, ça ne pouvait plus éponger la violence. 48 heures après, les numéros d'appel de la violence étaient débordés. Il a fallu tout de suite, il a fallu faire des numéros supplémentaires. Donc, et ça a continué. Donc on voit que si les gens sont malheureux, ils deviennent violents. Et alors enfin, le dérèglement climatique, eh bien, il est constant.
Depuis que la vie existe sur la Terre, on alterne les glaciations, les réchauffements. Donc, à chaque fois, on voit changer la faune, changer la flore, changer la condition humaine, non seulement la condition physique, la taille, j'en ai parlé à l'instant, hein, Monsieur Cro-Magnon et Madame Cro-Magnon étaient très grands parce que probablement ils vivaient dans la région de Nice, donc dans des conditions climatiques agréables, alors qu'à l'époque napoléonienne, les hommes, Joséphine, euh, ma femme, son père était conservateur du musée des Invalides de Napoléon. Donc ma femme a joué avec les bijoux et les robes de Joséphine. Et elle me dit que dès l'âge de 12 ans, elle ne pouvait plus rentrer dans les robes de Joséphine. Joséphine mesurait 1,50 m. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes qui ont fait la merveille administrative de Napoléon et l'horreur guerrière de Napoléon, ces femmes-là, ces hommes mesuraient 1,60 m. Ils étaient d'une résistance extraordinaire, mais la mort n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un problème philosophique incroyable qui vient de se faire, c'est que on vient de ruiner la planète pour retarder la mort de quelques millions de personnes. Alors que quand j'étais enfant, on n'a pas hésité à déclencher des guerres de croyance, le nazisme, et on a tué 30 millions ou 50 millions de personnes selon les chiffres, pour des guerres de croyance. Comme au Moyen-Âge, on faisait des guerres de croyance religieuses, des guerres religieuses. Et là, on a fait des guerres de croyance idéologiques. Et là, on a fait le contraire. Pour retarder la mort de quelques centaines ou de quelques millions de personnes, on a ruiné la planète. Les politiciens vont nous dire si c'était un bon choix. Rendez-vous dans 50 ans pour en parler. Merci, merci beaucoup Boris Cyrulnik pour ce moment d'échange très important. Nous sommes ici des politiciens, vous nous avez mis en face de nos responsabilités. Nous avons bien compris qu'il nous faut privilégier le sens et abolir haine et mépris qui sont le début de la guerre. Eh bien, écoutez, cher Boris, nous quittons là. Nous avons tout enregistré, donc vous aurez un compte-rendu où on pourra même envoyer à qui le veut l'enregistrement de ce moment. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce moment. Et puis, à bientôt, Boris. Vraiment, c'était très, très, très bien. Merci beaucoup et qu'on se souvienne que c'est de notre responsabilité, mais qu'on peut peut-être dépasser nos clivages pour arriver au résultat. Je le souhaite vraiment. Merci bien. Moi aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.